Alors le Mirage F1, c'est le successeur du 3C. Et il a effectué son premier vol le 23 décembre 66, comme moi. Bigant. Toi aussi, 66? Ouais. Non. Si. Alors, tiens, François, quand tu auras cessé d'être insolent, tu dis bonjour déjà. Bonjour. Bonjour la caméra. On est toujours au musée de l'air et de l'espace. On vous a parlé d'autres avions. Je vais rester flou parce qu'on ne sait pas dans quel sens ça sort. Voilà, on ne sait pas comment ça sortira, effectivement. Voilà. Comme disait. Un avion extraordinaire, effectivement. Tu m'avais parlé d'un avion transparent et je ne te croyais pas. Donc ce F1 Cristal, hein, on l'appelle Cristal. Cristal, tout à fait. C'est un avion qui a été fait par le GIFAS, qui est le groupement industriel des industries de la défense et de l'aérospatiale. Bah, c'est pas le GIFAS, c'est Gido Rafsys. Oui, je ne sais plus. Bref, ouais. Français peut-être. Le groupement industriel. Il y a un F pour français, oui, c'est possible. Français, monsieur. Donc, ça a été fait par le GIFAS en somme. Ça a été fait par le GIFAS et surtout c'était des gens qui, à juste titre, trouvaient que la démonstration en vol de nos beaux avions était effectivement très décorative. Parlante. Mais qu'il y avait quand même, c'est comme si un peu Dassault Aviation tirait la couverture à lui, au sens qu'on voyait surtout la peau de l'avion et on n'avait pas trop d'idée de ce qui se passait dedans. Et il s'en passe des choses à l'intérieur. Et il s'en passe des choses à l'intérieur, c'est absolument effroyable. Donc là, ils ont eu cette idée absolument géniale d'aller chercher des équipements, probablement, ils sont déclassés. Bons. Non, déclassés probablement, mais aussi, enfin, de toute façon, à la bonne taille et à la bonne, au bon emplacement, et de faire en sorte que ce soit visible de l'intérieur. De l'extérieur. De l'extérieur, pardon. Alors, tu n'as pas précisé que cet avion était à l'échelle 1, bien sûr. Hein. Oui, bien entendu. Bah oui, mais il faut le dire. Oui, alors non, à l'échelle 1, ce qui permet d'aller chercher les vrais équipements, plutôt que de se casser la tête à faire des stupides maquettes à l'échelle, on ne sait pas trop laquelle. On commence effectivement par le radome. Le radome, il a au moins, on voit ici de quoi il est fait, c'est-à-dire il est plein de rien du tout. Dans toute la partie en avant du radar. Ça, c'est intéressant là, de ce que tu nous dis. Oui. Il est plein de rien du tout. Sachant que le rôle du radome, c'est d'être le plus transparent possible aux ondes radioélectriques. Le radar détestant avoir du métal devant lui. C'est pas de chance, il y a le pitot. Il y a le pitot, mais finalement, le radar se débrouille avec dans la mesure où il sait où c'est. Donc à la fin, au bout d'un certain temps, il se dit d'accord, je sais ce que c'est. C'est comme la fauvéa dans l'œil. Hein. Exactement. C'est la même chose. Donc finalement, donc est-ce qu'on peut dire que le pitot est un peu la fauvéa de l'avion? Absolument, on peut le dire. On peut le dire. Jusqu'à ce que sur certains avions, on finisse par l'enlever complètement pour que le radar soit plus efficace. Donc là, on a un Cyrano 4. Alors il y a des guirlandes de Noël, mais qui n'étaient pas sur l'avion d'origine. Hein, oui, l'arbre de Noël, c'est ce qu'on a quand on appuie sur le bouton sur lequel il ne faut pas appuyer. Non. Absolument. Peut-être à la fin, on appuiera sur le bouton. Mais on verra bien, si vous êtes sage. Oui. Alors, le Cyrano, qui était le radar nécessaire pour tirer les Matra 530, qui était un missile sous chaque voilure. C'était un missile semi-actif. Autrement dit, le missile avait la nécessité que le radar illumine la cible pour que le missile puisse aller dessus. C'est ensuite qu'ils sont venus les Super 530, qui eux sont autonomes. Et entre les deux, je crois qu'il y a eu un 530 qui lui aussi pouvait être autonome, mais j'en suis pas complètement sûr. Ce que l'on voit quand même aussi, c'est que le F1, on s'en rend pas forcément bien compte, avait le radome le plus fin et le plus élégant de toute la série qu'on a faite. La série de quoi? La série de Mirage? La série des avions de chasse. D'où le surnom La Fléchette. Oui, voilà, effectivement. Donc un radome extrêmement élégant. Et pourquoi ce calage un peu négatif du radar? Et encore plus beau lorsqu'il est biplace. Mais ça, c'est personnel. C'est personnel. Mais je te suis là-dessus, oui. Pourquoi le radome est vers le bas? Il y a au moins deux raisons. C'est que l'avion en altitude, par exemple, a forcément de l'incidence. Donc de base, pour que le radome traîne le moins possible, on a tout intérêt à ce que ce soit le radome qui soit dans l'axe d'avancement de l'avion. Et la deuxième chose, c'est que le pilote aussi, il aime bien voir vers le bas. Et que par conséquent, deuxième raison, on bascule le radome un peu vers le bas pour dégager la vision. Dans tous les avions de chasse, dans tous les avions tout court,
on travaille énormément le nez de l'avion et la visibilité basse du pilote. Donc là, on n'a pas échappé à la règle. Donc avion très fin. Avion très fin et fuselage avant quand même assez compact. Ce que l'on voit, c'est que le siège éjectable qu'on ne peut pas rater se trouve quand même très près du bas du fuselage, à tel point que le train avant, certes, a une contrefiche qui est articulée sous le siège, mais la structure du train avant rentre vers l'arrière, parce que clairement, il n'y a pas la place pour le rentrer vers l'avant. Donc ce que l'on voit sorti, c'est le phare d'atterrissage. Aujourd'hui, on le met plutôt directement sur le train d'atterrissage lui-même. Bon, mais là, en l'occurrence, qui évite un mécanisme de plus de rentrée, de sortie. Absolument, ouais. Le fait est qu'à l'époque, on pouvait se dire qu'on avait un phare d'atterrissage indépendant, qui avait quand même aussi l'avantage de pouvoir être sorti indépendamment du train. Quand même, l'air de rien. Le siège éjectable, donc, on voit un cockpit qui est de petite taille, on voit surtout ce qu'il en est des visualisations dans le cockpit, à savoir, c'est un cockpit à horloge, comme on l'appelle, c'est-à-dire tous les instruments sont sous forme d'aiguilles rotatives. Électromécaniques, absolument. On voit aussi les sondes anémométriques et les sondes d'incidence qui sont sur le côté et qui permettent de connaître l'aérodynamique de l'avion. L'écoulement. La réserve d'oxygène. La réserve d'oxygène qui se trouve ici. La bonbonne verte. Qui, comme sur le Mirage 2000, se dispute avec la souris d'entrée d'air. Là, en l'occurrence, c'est suffisamment en avant, je crois, comme la souris en vol subsonique est reculée, a priori, on peut ouvrir la porte de l'oxygène sans être gêné. Sur le Mirage 2000, c'est un tout petit peu plus délicat, il y a un peu moins de place. On voit aussi la servocommande, c'est pas une servocommande, excuse-moi, c'est un vérin à vis qui pilote la souris d'avant en arrière. La souris avance lorsque le Mach augmente. Rappelle-nous le rôle de la souris donc. La souris cherche, c'est un élément qu'on retrouvera sur le Mirage 2000, c'est un cône qui en supersonique accroche un choc. Ce choc doit être tel que c'est un choc conique et donc à tout instant sa coupe est un cercle et le jeu consiste à amener ce choc le plus près possible de l'entrée d'air elle-même. C'est comme ça que l'entrée d'air va traîner le moins et qu'il va y avoir le maximum de débit d'air qui va rentrer dans l'entrée d'air. C'est une innovation de Dassault, c'est un brevet Dassault Aviation? Alors, ça a sa petite histoire, ça aussi. Ça vient du F-104. Il y a eu une époque, le F-104 au tout début, c'était un avion ultra secret. Et les Américains, à une certaine époque, avaient dit on vous montre une image du F-104, mais ils avaient caviardé l'image. Et on ne voyait pas l'entrée d'air. Il y avait une sorte de cône à la place. Et les gens de Dassault s'étaient posé la question, mais est-ce qu'il y a une entrée d'air dans cet avion ou est-ce que c'est un avion fusée? Parce que sans entrée d'air, tu es dans la catégorie avion fusée. Donc il y avait cette interrogation qui était là. Et à force de se gratter la tête, ils ont fini par se dire, mais finalement, peut-être que c'est un système qui est capable d'avancer et de reculer et qui débouche une entrée d'air lorsqu'il est en position reculée. Et s'étant dit ça, ils se sont dit, tiens, on va faire pareil, c'est pas une mauvaise idée. Et après avoir regardé effectivement comment ça pouvait fonctionner, ils ont adopté le système. Il me semble d'ailleurs, François, que les protos du F-104 n'avaient pas de cône. L'entrée d'air était droite. Ils avaient une entrée d'air pitot, sans aucune partie mobile, et avec une plaque de séparation couche limite, je me souviens très bien. Et à un moment donné, ils ont voulu effectivement pousser l'avion, ils ont eu le moteur qui allait bien, et ils ont mis un cône, mais qui est fixe, sur le F-104. Donc la souris mobile, c'est vraiment Dassault. La souris mobile, c'est Dassault Aviation qui l'a inventé, mais enfin, je veux dire, c'était pas. Ça pouvait éventuellement tomber sous le sens. Il ne faut pas exagérer non plus. C'est-à-dire que tout le monde cherchait à cette époque-là des entrées d'air mobiles. L'intérêt de la souris, quand même, il y a quand même un avantage à la souris. C'est la couche limite. Lorsque tu as une plaque, avec un choc. Merci. Quand tu as une plaque avec un choc, dès que le choc est passé, tu as une couche limite qui se développe sur la plaque. Et donc, dans les entrées d'air de ce type-là, fantômes et autres, tu es obligé, au niveau du choc terminal droit, d'avoir une aspiration de couche limite avec des petits trous qui font que
la couche humide va être absorbée, aspirée, parce que le choc droit final a nécessairement besoin de ne pas avoir de couche humide ou presque. Ou presque. Donc ça signifie que sur les avions type fantôme, tu es obligé d'avoir de l'aspiration de couche humide. Sur la souris, l'intérêt principal, c'est que depuis le nez, depuis la pointe jusqu'à l'arrivée sur le choc droit, le périmètre de la souris augmente tout le temps. Ce qui fait que la couche humide du début se développe, mais comme elle rencontre un périmètre de plus en plus grand, elle reste très très fine. D'accord. Et donc une souris de ce type-là n'a pas besoin d'aspiration de couche humide. Ce qui simplifie énormément l'avion. C'est-à-dire que tu n'as plus besoin d'avoir des petits trous, tu n'as plus besoin de trouver quelque part dans l'avion un endroit où il y a une aspiration. Parce que le fait est que lorsque tu veux aspirer, ça signifie que quelque part dans l'avion, tu trouves un endroit où la pression est plus faible. Donc ça oblige à aller chercher, à mettre des écopes, des trucs et des machins. Ouais. Par exemple, sur le fantôme, ce qu'on voit très bien, c'est en haut et en bas de l'entrée d'air, de piège à couche limite du fantôme, on voit des écopes de sortie qui sont là pour fournir une aspiration. C'est de la tôle, c'est du métal, c'est du poids, c'est de l'encrassement, c'est le bordel. On évite. Ouais. Donc là, pour la souris, on a stupidement, si je puis dire, un petit vérin à vis, tout bête. C'est un petit moteur électrique qui fait avancer et reculer la souris. Sur le Mirage 2000 NUC, le N, on a décidé que le Mirage 2000 N ne dépasserait pas Mach 1.4 et on a débarqué le vérin en disant on va bloquer la souris dans une certaine position et on va économiser 30-50 kg sur l'avion et on va économiser une cause de panne. Ce qu'on voit juste derrière, c'est un échangeur. Alors, autre caractéristique, mais là qui est commune à pas mal d'avions, la couche limite, l'entrée d'air est décalée de l'avion parce que la couche limite qui est partie du radome, elle arrive sur l'entrée d'air et l'entrée d'air, elle ne veut pas entendre parler de ça. Donc, il y a un espace qui est créé. On lui fait une blague. Et donc, dans cet espace-là, il y a la couche limite de l'avion qui arrive et cette couche limite, elle va être rejetée par au-dessus et par en dessous. Mais ce que l'on fait aussi, c'est qu'on prend une partie de ce débit de couche limite et on le fait passer dans un échangeur qui va participer au système de conditionnement d'air de l'avion. Puisque c'est de l'air qui, de toute façon, est en train de voyager à la vitesse de l'avion, on se dit, autant que ça serve à quelque chose. Autant le choper, oui. Absolument. Juste au-dessus, on a ce qu'on appelle la soute radio. La soute radio, c'est gentil. Tu vas me dire, ça fait gros comme radio. Il se trouve que lorsqu'on était sur un ouragan, derrière le pilote, on avait effectivement le boîtier de la radio. Il se trouve que ce compartiment s'est enrichi de plus en plus. Et je t'avouerai que même sur le Rafale, je crois qu'on appelle ça soute radio. Et tu vois aussi. C'est la soute électronique. C'est une soute électronique qui collecte une bonne partie de tous les équipements électroniques de l'avion. Tu vois en gris ce qu'on appelle des châssis, un châssis basculant, dans la mesure où, compte tenu de l'exiguïté, tu peux avoir une première rangée d'équipements qui sont posés sur le châssis basculant. Tu soulèves ce châssis et tu as dessous une deuxième couche accessible. C'est un endroit extrêmement compact qui chauffe énormément et qui est le premier client du système de conditionnement d'air. Qu'est-ce que tu en fais quand tu fais un biplace? Alors tu mets le siège... Alors là, quand tu fais un biplace, d'abord tu l'as prévu dès le début, n'est-ce pas? Non, je plaisante. Donc, ce qui se passe, c'est que tu dégages tout ce... Tu l'as fait quand le client c'est l'Irak. Alors, ça dépend. Attends, il y a aussi il y a la solution d'allonger l'avion. Le F1 biplace, il est plus long, déjà. Donc, tu as poussé un peu les murs. L'autre solution, c'est tu débarques les équipements, tu mets le gus à la place, et puis après, tu regardes où est-ce que tu vas mettre les équipements que tu as débarqués, vu qu'ils sont par terre, et il faut bien les mettre quelque part. Vu que le gus, il a quand même besoin d'une radio. Il a besoin d'une radio, le deuxième aussi. Même, ouais. Par conséquent, tu vas avoir dans ce genre d'avion, puisque c'est un biplace, une épine dorsale un peu plus grosse, tu vas la mettre à contribution le plus possible. Et puis tu vas commencer à faire la chasse de tous les endroits dans l'avion où il y a encore 5, 10 ou 20 litres de libre. Et là, tu vas essayer de mettre les équipements. En général aussi, le deuxième siège est un peu surélevé, donc tu as de la place dessous. Enfin, alors non, parce que sous le deuxième siège, souvent, tu as quand même, malgré tout, le conditionnement d'air. D'accord. Puis c'est un endroit assez compliqué à accéder, parce que le cockpit est pressurisé, donc le plancher du deuxième siège étanche, donc a priori tu ne l'ouvres pas, et dessous tu as quand même tous les efforts généraux du fuselage qui passent.
Tu as une quille dessous, c'est ça? Oui, tout à fait. Ouais. Depuis le train avant jusqu'à la fin de l'avion, il y a ce qu'on appelle l'hélice de flexion. C'est-à-dire c'est une structure continue, si possible, qui part d'un bout à l'autre de l'avion et qui va reprendre les efforts de flexion du fuselage. Tu en as en bas et tu en as en haut. Celles qui sont en haut, c'est tout bête, elles commencent sur les bordures de la verrière et celles-là, elles cheminent, elles vont jusqu'à la dérive. Donc en haut, tu en as deux, de part et d'autre. Tout à fait, on en a deux aussi. Ce qu'on appelle les listes de flexion. Et celles-là, ce qu'on veut, c'est qu'elles soient les plus continues possibles. Donc c'est une forme d'avion à hélice alors finalement. Et voilà, 4 hélices. 4 hélices. Et donc, quand tu vois que le bas du fuselage est donc solide à cause de ça, et d'autant plus que, n'oublie pas, tu as le train auxiliaire qui rentre vers l'arrière et qui passe entre les hélices, justement. Ça fait que non, tu ne peux pas mettre grand-chose, tu ne mets pas la soute radio sous le deuxième cockpit. Sur le Mirage F1, on a rallongé l'avion et on a écarté les entrées d'air parce que ce n'était pas assez large pour le deuxième bus. Sur le Mirage 2000, on a rallongé l'avion, mais on n'a pas écarté les entrées d'air. Sur le Rafale, on n'a pas rallongé l'avion, on n'a pas écarté les entrées d'air. Forcément, elles sont un peu dessous, donc c'était plus simple à gérer. Oui, tout à fait. Les entrées d'air n'étaient pas dans le débat, effectivement, sur le biplace Rafale. Qu'est-ce que c'est que cette grosse bonbonne? C'est pas de la bière quand même? Ce que c'est, déjà là, ce que tu vois, c'est ce qu'on appelle le coupling. Cet objet-là, cette chose. C'est l'endroit où le gus arrive pour faire le plein de l'avion. D'accord. Donc ça doit être le plus en avant possible. C'est un plein sous pression. Plein sous pression, absolument. Ça doit être le plus en avant possible, de telle sorte que même l'avion armé, avec des réservoirs, des bombes, des trucs, des machins, cet endroit-là soit accessible. Donc on le met le plus en avant possible, tout en étant dans la zone dans laquelle il y a du carburant, si possible. Depuis, ce qu'on a fait, on a carrément, je crois, j'ai eu des projets dans lesquels le coupling se trouvait complètement à l'avant et était couplé, si je puis dire, avec la perche de ravitaillement au vol. Et à ce moment-là, le coupling se trouvait quasiment dans la zone. C'est intéressant, on voit le diamètre du tuyau. Tout à fait, c'est un gros machin quand même. Hein. C'est un machin, c'est assez lourd parce que le remplissage sous pression, il est assez rapide. Donc ça débite bien. Le machin jaune dont tu parles, tu as parfaitement raison d'en parler. Là, on est dans la zone carburant. Et ce qui se passe, c'est qu'un avion de chasse, il n'est pas prévu... Enfin, si, un avion de chasse est prévu pour voler sur le dos au sens de facteur de charge négatif. C'est-à-dire que le pilote se retrouve la tête... Enfin, le sang se trouve dans la tête. Lorsque c'est le cas, le carburant qui se trouvait plutôt en bas, il fait comme le pilote. Le carburant se trouve en haut. Si tu as mis des pompes, si tu as mis les pompes d'alimentation du moteur en bas, les pompes elles se retrouvent dans l'air, dans le gaz de pression. Par conséquent, le moteur s'arrête. Ce que l'on fait, c'est que pour alimenter le moteur, on n'alimente pas le moteur directement, on remplit cette bonbonne. Donc tout le carburant de l'avion passe par la bonbonne jaune. Et dans cette bonbonne jaune, il y a deux pompes qu'on appelle la nourrice. Il y a deux pompes, une en haut et une en bas. D'accord. Et finalement, lorsque l'avion passe en facteur de charge négatif, eh bien, il y a l'une des deux pompes. Pas forcément. Non, le vol d'eau, c'est spécial. Tu peux très bien être en vol d'eau, mais en facteur de charge positif. Oui, c'est pour ça que je te dis simplement en vol d'eau. Ou en facteur de charge ou en vol d'eau. Facteur de charge négatif, j'insiste. D'accord. D'ailleurs, les pilotes n'aiment pas ça, je crois. Parce que, contrairement à ce qu'on pourrait croire, un avion de chasse, ce n'est pas du tout un avion de voltige. C'est-à-dire que le moteur, là, il ne va pas mettre très longtemps à vider cette bouteille jaune-là, surtout si la post-combustion est allumée. Donc l'avion, le pilote, il est prévu pour faire des manœuvres à facteur de charge positif. D'accord. Et l'avion, dans sa globalité aussi, la lubrification du moteur, tout est fait pour rester en facteur de charge positif. C'est a priori le fonctionnement normal. Alors là, ce que tu vois aussi, c'est le canon. Le canon qui est en deux parties, et l'avion, le canon est manipulé en deux fois. L'arrière en noir, hein, c'est pas la partie brillante. Là devant, tout à fait, quoi, oui. Le truc noir, effectivement, qu'on voit peut-être pas très bien. C'est les aérofreins là qu'on voit devant. Qu'est-ce qu'il y a oui, les aérofreins sont là effectivement sur le F1, oui, ils sont sur les côtés. D'accord. Les vérins d'aérofrein. Et le canon est démonté en deux parties. Il y a la partie tube qui va être sortie par l'avant. Et la culasse qui est sortie directement par là. C'est un peu un tube des années 80 finalement. Exactement, c'est un tube des années 70 plutôt. Des années 70. Ce que l'on voit, la boîte grise qui est de l'autre côté de l'avion, là, c'est la boîte à munitions qui se trouve au-dessus
du canon. Le caisson, donc. Hein, le caisson gris, là-bas. La boîte à munitions, en fait, ce qu'on a mis dans cette boîte, c'est une bande. Une bande dans laquelle, je fais le geste, mais c'est bien comme ça que ça se présente. Et chaque obus est attaché au suivant. Et donc le canon, ce qu'il a, il mange la bande. Et il recrache les maillons. Il garde les maillons, mais il crache les douilles vides. Il crache les douilles. Et donc ce qui est bien dans le F1 tel qu'on le voit là, c'est que la boîte à munitions est au-dessus. Ce qui fait que quand le canon va tirer ce facteur de charge, la bande va naturellement accepter de venir a priori. J'ai eu des projets aussi où le canon était un peu trop haut, la boîte à munitions était malheureusement un peu en dessous, et il fallait mettre un moteur électrique pour obliger la bande à aller au canon, puisqu'il fallait remonter son poids. J'en profite, tu dis j'ai eu des projets, profite. Je me rends compte que je ne t'ai pas présenté, François. C'est vrai? Non. Bah oui, le général François Lemingue, qui est avec nous aujourd'hui, qui nous fait l'honneur de... Tu sais, j'étais aviateur première classe quand même. Aviateur première classe, quel parcours? Tu avais ton bâton de maréchal dans ton sac banane, finalement. Et puis, donc tu étais ingénieur expert chez Dassault. Hein. Voilà, c'est pour ça que tu nous parles de tous ces avions avec beaucoup d'intelligence. Je sais pas. Quelle était la devise déjà? Tu étais au service avant-projet, vous aviez une devise formidable. La devise, c'était la mienne en tout cas. C'était 20 heures d'avance, 15 jours de retard. Voilà, prenez le de la graine. On continue la visite. Alors la visite, on va quand même arriver sur deux gros morceaux. Le train d'atterrissage, qui est une prouesse sur le Mirage F1. À savoir qu'on voulait avoir un ventre de l'avion le plus libre possible. Et il fallait aussi aller chercher une largeur de train le plus possible, le plus large possible, sachant que, ayant choisi un avion à voilure haute, il n'était plus question de faire comme le Mirage 3, d'accrocher le train à la voilure. Donc on était à peu près contemporain du Jaguar, qui avait exactement la même difficulté. Mais comme par hasard, on avait... C'était plus simple le Jaguar, hein. Il était plus large. Tout à fait, mais le fait est qu'on avait le même fournisseur de train d'atterrissage. Donc les gars du bureau d'études de Messier, franchement, ils ont dit ok, c'était quand même des très très bons. Et donc ils nous ont fait cette structure un peu étrange, dans laquelle le train d'atterrissage, tu as une première partie du fût qui vient jusqu'ici, et qui est tiré par le gros vérin qui est là. Et il y a une deuxième cinématique qui fait en sorte que le paquet de roues qui se trouve ici pivote sur lui-même et vient se loger ici, vers le haut. C'est très élégant parce que le train sorti, effectivement, répond très bien au problème. Le train rentré, véritablement, c'est quand même très performant. Un détail quand même, c'est que dans la cinématique de rentrée, le train balaye un volume assez fort. Est-ce qui gêne pour les charges? Oui, voilà, ça peut être gênant pour les charges. Et c'est ce qui fait que sur le Rafale, on a travaillé le fait que les roues rentrent vraiment de face. D'accord. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas ce mouvement latéral qui est gênant pour certaines charges. Alors il y a aussi quelque chose dont il faut se rendre compte, c'est qu'il y a, lorsqu'un avion décolle, l'exigence de pouvoir larguer les armements, excuse-moi du peu, larguer les armements en détresse, si jamais il faut revenir se poser directement. Donc à ce moment-là, l'avion va sur une zone de la base aérienne où on lui dit, là tu peux larguer. Ou sur les HLM d'à côté? Non, on ne va pas le faire ça. Bon. Et donc l'avion largue, mais quand l'avion largue et que le train est sorti, il faut le minimum que les charges ne soient pas en train d'emporter le train d'atterrissage en étant larguées. Donc il y a des exigences géométriques de passage des charges par rapport au train sorti. Juste un mot d'ailleurs, quand ce train d'une belle complexité, je reviens à mes années d'enfance, mais quand tu fais la maquette LR au 72e et que tu as 4 pièces pour faire le train, je peux te dire que tu transpires, tu ne comprends pas très bien comment c'est foutu. C'est bien fait pour toi. Côté voilure, tout à l'heure je viens de te dire la voilure est haute. Alors pourquoi on a changé de voilure d'ailleurs? Pourquoi on a changé de voilure d'ailleurs depuis le Mirage 3? Le Mirage 3 était parfait, entre guillemets. Détail près, c'est qu'il n'a pas d'hypersustentateur, il n'a même pas de bec d'ailleurs. Donc cette petite machine se présente très vite, pose les roues à 180 nœuds. Ça demande des pistes démesurées et puis surtout ça fait quand même bien transpirer les pilotes. Et donc ce qu'on voulait, c'est déjà avoir des pistes plus courtes, donc arriver plus lentement. La manip était simple, ça consiste à mettre des hypersustentateurs
et donc passer non pas un avion Delta, mais un avion avec des empennages à l'arrière. Dans le même temps, puisqu'il fallait continuer à faire Mach 2, et puisque, comme sur le Super Sabre, il vaut mieux avoir la plus de flèches possible sur une voilure, on en vient à faire une voilure haute, mais très fine, parce qu'en supersonique, l'épaisseur de la voilure intervient énormément, et puisque la voilure est plus petite, eh bien, on se retrouve avec des épaisseurs quand même trop fines, et donc de toute façon impossible de mettre un atterrissage dessus, même si la voilure était basse. Raison pour laquelle on se retrouve avec un train de fuselage. Le truc, c'est qu'on arrive quand même à accrocher des gros bidons sur la voilure. Tout à fait, oui, tout à fait. Une voilure métallique dans laquelle on va accrocher quand même pas des 2000 litres, je crois que c'était des 1700 litres sur le Mirage F1. Ce que l'on voit aussi, puisqu'on parle des équipementiers, tous ces gens qui ont bossé... Il y a 2300 litres sous le fuselage, hein, les bidons dits irakiens. Le bidon irakien, oui. Alors le bidon irakien, alors lui, il a utilisé la totalité du volume dispo. La poutre, je crois, je ne sais même plus s'il est éjecté avec la poutre. Je crois que l'éjecteur se trouve sur le bidon, comme sur le Mirage 2000. Comme sur le 2000, oui. Le bas du bidon, il est au ras du sol. Et il va aller chercher à l'arrière et à l'avant tout ce qu'il peut au maximum. Effectivement, il est connu comme le bidon irakien, qu'on pourrait presque considérer comme un fast-pack. D'accord. Et les Irakiens en étaient très contents. Mais qui donnait quand même des conditions de vol intéressantes avec un mouvement de pendule en virage. Aussi. Ah oui. Oui, quand tu en parlais avec les pilotes, il y avait quand même du balourd et de l'inertie au niveau du bidon. Ouais. Alors aussi sur les Irakiens, il y avait la nacelle de ravitaillement en vol qui était aussi opérationnelle. Ce que l'on voit ici, en parlant des équipementiers en général, c'est les commandes de vol, c'est-à-dire l'actionnement des becs. On a dans cette partie-là des becs qui basculent directement, c'est-à-dire ils sont articulés. Il y a une charnière. Et dans la partie externe, on a des becs à rail, c'est-à-dire des becs qui sortent vers l'avant. Alors pourquoi ? C'est que comme une voilure décroche plutôt par son extrémité de voilure, on préfère protéger et faire soigner l'aérodynamique du bout de voilure avec des becs de qualité, là où en interne, on n'est pas obligé d'aller chercher des becs aussi sophistiqués, sachant que ces becs ont des rails, ils rentrent dans la zone de carburant, et donc si on a un système rotatif, finalement on gagne du carburant dans la voilure. Donc là en jaune, on voit les commandes de becs, mais alors en bleu et en gris, là on voit les commandes de volet et d'aileron. Alors sur le Mirage F1, tu vas trouver toutes les sortes, à savoir tu vas avoir des ailerons qui bougent en partie en tant que volet à l'atterrissage, et tu vas avoir aussi des spoilers qui sortent sur l'extrado et qui font aussi le roulis à grande vitesse. Tout ça avec la contrainte de l'épaisseur de l'aile. Oui, donc ça, en fait, alors ce que l'on voit effectivement, c'est que les servocommandes, elles sont à plat, et il y a des renvois mécaniques avec des angles à 90 pour bouger la gouverne sans que rien ne dépasse dehors. C'est ce qu'on a aussi fait sur le Mirage 2000, à savoir que pour gagner en traînée, on fait en sorte qu'il n'y ait vraiment rien qui dépasse. Ça participe aussi à l'élégance, si je puis dire, de l'avion, que de ne pas avoir des grosses excroissances, des gros carénages en plus. Alors là, on arrive sur le gros morceau quand même. D'ailleurs, on l'a commencé là-bas et il se termine ici quand même, il faut se rendre compte. L'ATAR 9K50, la dernière version de la SNECMA sur la série ATAR. C'est un moteur qui se démarrait avec un groupe qui se trouvait dans le nez du moteur. L'intérêt, c'est que l'avion était autonome et à la limite, l'avion n'avait pas besoin de prévoir quoi que ce soit concernant le démarrage du moteur, puisque finalement, c'était le moteur lui-même qui était monté avec son propre démarreur dans le nez. Donc c'était un avantage, disons, système, puisque finalement, c'est un démarreur électrique. Non, je pense pneumatique, je crois. C'est une microturbine qui se démarre électriquement et qui ensuite donne de l'air comprimé, je crois. Microturbo qui faisait ça alors. Microturbo, absolument. Donc le moteur a toute une partie dans laquelle on trouve compresseur, chambre de combustion, turbine. Et là, la partie gaufrée ici, grise, c'est la partie post-combustion dans laquelle ce que l'on voit ici, c'est la partie entre guillemets froide, que tu es capable de mettre dans l'avion, sachant qu'elle est refroidie par l'intérieur, par de l'air, une circulation d'air.
On voit aussi un truc un petit peu rigolo ici, c'est ce qu'on appelle les bâches hydrauliques. Dans un avion, il y a des circuits hydrauliques qui circulent et qui font bouger tous les vérins qu'on a vus jusqu'à maintenant, sauf les souris qui sont électriques. Là, d'ailleurs, je te coupe, il faut préciser qu'on est très très loin d'avoir représenté tous les circuits. Ah non, bien sûr. Oui. Il manque les kilomètres de câblage électrique. Il manque les tuyauteries et il manque les câblages, sinon on n'y comprendrait rien. Enfin, on y comprendrait beaucoup moins. Alors déjà que c'est compliqué pour moi, alors si en plus on rajoutait ça, ce ne serait pas possible. Donc, il y a 2 circuits hydrauliques indépendants qui sont tous les 2 actionnés par le moteur, qui vont dans toutes les servocommandes. Alors, l'un des avantages de l'hydraulique, c'est qu'en fait, les servocommandes chauffent, mais comme il y a un fluide qui circule, eh ben, c'est le fluide qui refroidit les servocommandes. Autrement dit, le fluide part sous pression froid et revient à plus basse pression chaud. Mais il revient où? Il revient à un seul endroit au niveau des pompes. Donc à cet endroit-là, on le refroidit à nouveau. Donc il n'y a qu'un seul échangeur au total, on refroidit le liquide ici. Par contre, il y a un autre sujet qui est que les trains d'atterrissage, par exemple, les vérins n'ont pas le même volume que le train soit rentré ou sorti. Puisque le vérin, dans un cas, il est étendu, dans l'autre, il est rétracté. Comprimé. Donc le volume du circuit hydraulique change. Et l'endroit où on stocke ce liquide en trop ou pas assez, selon les phases de vol, c'est la bâche hydraulique. D'accord. Alors la bâche hydraulique, elle est constituée de 2 choses. Il y a un gros réservoir en bas, et la tige que tu vois ici, c'est une tige d'autopressurisation. On a mis dedans un gaz, ça appuie et ça maintient le liquide en pression. Et c'est là-dessous, en général, sur les avions, sur les parkings, c'est là que tu vois qu'il y a des récupérateurs de... Ça peut, ouais. De fuite ou mais pas sous les avions d'assaut, ça fuit pas. Pas sur les avions d'assaut, non, ça fuit pas sous les avions d'assaut. Ça doit être des avions chinois. Alors, les bâches hydrauliques, on aime bien, par exemple, les mettre dans le carburant, dans la mesure où elles vont... Donc elle est noyée dans le... Là, tu vois bien, là, elle se trouve dans le carburant. D'accord. Et donc, elle se refroidit en chauffant le carburant. D'accord. Donc voilà, tout le monde est content. Auto-refroidissement. Ça veut dire qu'il y a des réservoirs de carburant qui viennent ceinturer oui. Alors, le réacteur. il faut reconnaître, quand tu fais un monomoteur, le moteur est tellement long et il rentre tellement dans la structure de l'avion que si tu refuses de mettre du carburant autour du moteur, tu ne gagnes pas ta vie. Donc, tu es obligé d'admettre qu'il va y avoir du carburant autour des moteurs. Sur le Rafale, ça a été non, le carburant s'arrête devant les moteurs. Mais parce que c'est un bimoteur et qu'en plus les moteurs M88 sont quand même courts, faut reconnaître. Là, faut bien voir, le moteur il fait la moitié de la longueur de l'avion. Il sort entièrement par l'arrière, c'est-à-dire que l'avion a une structure fermée jusqu'au bout, ce qui fait qu'en termes de torsion, par exemple, le fuselage est très rigide et l'ensemble du moteur est charioté, comme on dit. Il y a des rails sur toute la longueur du moteur et tu le tires par l'arrière. Comme un tiroir Ikea. Comme un tiroir Ikea, sauf qu'il faut faire un peu plus attention. Et puis il ne faut pas mettre de couvert dans le moteur. Oui, voilà, et puis il faut bien reculer, il faut tout défaire avant, toutes les tuyauteries à défaire. En orange, c'est un enregistreur, c'est ça? Ça serait-il pas la boîte noire? Oui. Pour moi, c'est la boîte orange. Ouais. C'est une boîte, c'est un orange bien noir. Et au-dessus, tu as la servocommande de la profondeur. De la profondeur, absolument. La servocommande des empennages. Les empennages sont des gouvernes quand même très grosses, donc la servocommande doit être assez costaude. Et en plus, il faut parfois se méfier de ne pas avoir de vibrations. C'est-à-dire que tu dois avoir des servocommandes qui soient très rigides parce qu'elles font partie du système d'élasticité de l'avion complet. Si tu as une servocommande qui gloglote, si je puis dire, eh bien l'empennage va risquer de placer en flotteur. Et le premier Mirage F1 s'est écrasé dans ces conditions-là. Avec René Bigan en commande. Avec René Bigan. Ah, donc ça venait de là. Il y a eu du flotteur, d'empennage. Oui, d'accord. Alors, est-ce que c'est à cause d'un servocommande ou est-ce que c'est à cause d'une mauvaise position du pivot? Lorsque tu veux gagner du volume, de la puissance sur la servocommande, tu essayes de mettre l'axe du pivot le plus près possible du centre de portance de l'empennage, tout en étant du bon côté au niveau mécanique. Il vaut mieux parfois prendre plus de précautions que ça et quitte à avoir une servo plus forte,
avoir une bonne marge sur ce sujet-là, parce que si l'empennage se met en transe, ça part en sucette. Ça part en sucette et c'est de l'ordre de la seconde. Hein. Y a aucun... Alors ce qu'on voit aussi là, les trucs noirs là, avec des coudes, un peu partout, c'est les jaugeages. À savoir des systèmes qui disent à quel niveau se trouve le carburant dans chaque réservoir. Ah oui, il faut que ce soit aussi gros et aussi encombrant. Ouais. La seule pompe qu'il y a dans l'avion pour... C'est celle du pilote? Non, il y a 2 pompes effectivement dans le cockpit. Sinon, il y a les 2 pompes de la, de la nourrice. Sinon, tout le carburant bouge par pression. C'est-à-dire qu'on a une centrale de pressurisation qui est alimentée par le gaz, par l'air du moteur, l'air comprimé du moteur. Et ensuite, on a une distribution en clapet qui consiste à envoyer dans chaque réservoir des pressions différentes, de telle sorte de savoir précisément dans quel sens le carburant va bouger d'un réservoir au suivant. Sachant que l'objectif est d'avoir à la fin forcément tout le réservoir dans la nourrice, et en même temps d'avoir à tout moment des centres de gravité du carburant qui soient corrects. Équilibrés. Donc encore sur le Rafale, c'est comme ça qu'on fait, on évite absolument les pompes. Est-ce qu'il y a du carburant dans la dérive? Non, il n'y a pas de carburant dans la dérive du F1, ni dans celle du Mirage 2000, il y en a dans celle du Mirage 4000, du Mirage 4, du Concorde non. Non, il y a un réservoir arrière dans le Concorde, mais c'est dans le fuselage que ça se trouve. Et il y a du carburant dans la dérive du Rafale. C'est de l'ordre de combien de kilos? Alors là, tu n'as pas révisé ça? Tu me l'as bridé. Écrivez-nous un abonnement gratuit à YouTube pour la personne qui nous donne le chiffre exact. 150-200 litres, même pas. Même pas 200 litres dans la dérive du Rafale, parce que c'est une dérive quand même qui est fine. Oui. Elle est vraiment fine et pas très épaisse. Par contre, elle est utile dans la mesure où elle est utilisée en termes de transfert de centre de gravité. On voit là-haut donc différentes antennes et des alors oui, voilà, un peu partout. Alors les antennes, je ne sais pas... D'autoprotection électronique aussi. Oui. Je ne sais pas les commenter finement. Il y a de la télécom, il y a de la détection, il y a du brouillage. Et par contre, ce qui est là, non, c'est pas un parachute, je crois pas. Si c'est le parachute. Si, qui a été remplacé à une certaine époque par du lanceleur. Ah voilà, c'est ça, voilà. Le Mirage F1 dans son ensemble, faut pas oublier, c'était presque un hasard. D'une part, Marcel Dassault voulait tester la voilure en flèche, et il a fait un Mirage 3 qui s'appelait F2, biplace, et à bord de cet avion, il y avait un moteur américain. Un TF306, je crois. Donc, un seul avion proto, voilure en flèche. Au même moment... avec une grosse roue à l'avant, je me souviens. Oui, complètement. Au même moment, il y avait quand même le Mirage 3V, qui avait le même moteur américain. Et donc, c'était pour ça. Et le Mirage 3T, qui avait le moteur américain en question. Il s'agissait de tester le moteur et de tester la voilure en flèche. La voilure en flèche, c'était parce qu'il y avait déjà un début de se dire... on va faire de la géométrie variable, etc. Là-dessus, les études durent, et les avions finalement sont reportés et annulés les uns après les autres. Et à un moment donné, assez tôt, Marcel Dassault se dit « c'est bien joli le moteur américain du F2, mais finalement, je vais peut-être faire un monomoteur avec moteur Snecma. » Pour le vendre en France déjà, c'est un prérequis. En quelque sorte, au cas où, sur fonds propres. Cet avion, le F101, était fait sur fonds propres. C'est à l'époque où Dassault Aviation travaillait sur fonds propres. Et puis la France, les états-majors s'aperçoivent qu'effectivement le 3V, la géométrie variable, ça patachonne. Donc la France dit, bon, écoutez, pour suppléer nos Mirage 3, ce serait pas mal d'avoir une petite série de Mirage F1. Et là, la France nous dit, on a besoin d'une centaine de machines. Alors ok, d'accord, 100 machines, puis merci d'avoir fait le proto gratos. Puis ok, on dit bon 100 machines, on va les faire. Et en échange de quoi, on fait quand même des outillages par rapport à 100 machines. C'est-à-dire qu'on se dit, au bout de 100, il faut amortir l'outillage. Et donc, on fait des outillages minimaux. Moyennant quoi, ça a duré. C'est-à-dire que les Mirage G sont annulés, l'ACF est annulé. On en vient au Mirage 2000. Mais entre-temps, on aura fabriqué 750 Mirage F1 avec ces outillages, entre guillemets, provisoires. Donc F1C, F1CR, F1CT exactement. Et l'export.
et les exports en général. Ouais. Alors les exports en général, ils nous ont bien aidés dans la mesure où à chaque fois sur nos avions, c'est certains clients export qui faisaient des développements électroniques qui étaient les bienvenus en retour en France. C'est comme ça qu'on a fait les F1CT et les F1CR, qui étaient les meilleurs F1 qu'on ait jamais eus, dans la mesure où ils étaient upgradés. En France, parce que les F1 irakiens étaient aussi... ah oui, voilà, c'est ça. Les F1 irakiens étaient dans cette catégorie. Alors, au passage, le Mirage F1, au moment du remplacement de l'étendard, on dit, bon, bah, puisqu'on a un avion en flèche, c'est quasiment 1970, 1969, on a un avion à aile en flèche, il y a un moteur qui est en préparation pour l'ACF qui s'appelle M53, le moteur. Et ben, Dassault dit, bon, bah, ok, on propose à la marine un F1M. Un F1M embarqué, donc, sur porte-avions. Embarqué, avec une voilure un peu plus grande que le F1, avec des M53, quand même, l'air de rien, et avec un train complètement différent. Un train qui est un clone du train du Rafale actuel, c'est-à-dire un train direct qui rentre vers l'avant. C'est Bruno Revlin-Falcos qui est chef d'avion de cet avion. Et puis la marine, elle regarde, elle dit, bon, bah ouais, mais enfin, j'ai besoin de 50 machines. Vous me demandez de développer le M53, vous me demandez de faire une version de Mirage F1 complètement différente, il faut changer de train d'atterrissage, on dégage et on fait le super étendard à la place. Le fait est que cet avion qui était quand même assez fondateur, dans la mesure où il était porteur d'améliorations qui étaient assez fortes, et c'est aussi sur cet avion qu'on a fait pour la première fois la souris biconique. Là, c'est une souris monoconique sur le F1, mais on trouve sur le Mirage 2000 une souris avec deux angles. Et c'est sur le F1 qu'il a été monté pour la première fois. Le fait est que juste après le F1 Marine, on s'aperçoit qu'il faut bien un avion pour tester le M53, donc la SNECMA, la Caravelle dans laquelle il teste le M53 en subsonique. Hein. Mais ensuite, Dassault dit, bon, bah, puisque j'ai un Mirage F1 qui est là, je vais faire un F1E, M53, qui, lui, devient à ce moment-là vraiment une bête en matière de vitesse et de performance cinématique. Il est un petit peu plus long, un peu plus lourd, mais avec la poussée en plus, ça devient quand même un avion très, très intéressant. Et d'avion expérimental de test du M53, il bascule brutalement un jour de 73-74, je ne sais plus, concurrent du F-16 pour les marchés du siècle. Mais il faut reconnaître que le M53 était taillé pour la vitesse. Le F1, il avait une voilure qui était plutôt taillée pour l'hypersustentation, pas forcément pour le combat tournoyant. Et finalement, le F-16 était beaucoup plus agile que le F1. Et beaucoup plus moderne aussi de conception. C'est une toute autre histoire. Moderne, oui. Il n'avait pas les commandes de vol électriques. Alors le F1E, il avait des commandes de vol électriques. C'est-à-dire qu'on transmettait... Caramba, encore raté, mais on va y arriver. On transmettait les informations électriquement au cerveau commande, mais l'avion était stable. Autrement dit, on avait déjà débarqué certaines timoneries. Un dernier mot sur la motorisation du Mirage F1. Je vais citer les Sud-Africains qui ont remotorisé un Mirage F1 avec un réacteur de MiG-29. Un RD-33, je crois, de tête. Hein. Mais voilà. Ouais, pourquoi pas parce que le débit y est, hein, forcément. C'était à la fin des années 80, début des années 90. Et voilà le débit. Mais bon, ça n'a pas abouti. François, merci pour ce brillant exposé sur le Mirage F1. Je t'en prie. Il est l'heure, mangiare la pizza. On va aller manger. Je ne connais pas grand-chose en Mirage F1. On vous souhaite un bon appétit. On se retrouve une prochaine fois pour parler. On va parler de bateau. Bon, alors au fait, tout ce qu'on a dit là, il faudra peut-être vérifier parce que oui, on va moi je me rends plus. Non. Mais si. Ah oui, ça marche. Hein. Ça marche bien. Ouais. Ça marche. Tu as vu là-bas la lampe? Oui. C'est pas dans l'avion réel. Hein. Ah. Par contre, les trucs de Noël, si. À Noël seulement. Ça manque de boules à facettes.